On va échanger notamment sur une affaire que tu t'es, on va dire, coltiné depuis, j'ai calculé 22 ans, je crois. C'est ça. 22 ans, 2002. 2002-2024. 2002-2024, une affaire au cœur des zones d'ombre de la Ve République. Je veux parler de l'affaire Robert Boulin, du nom du ministre du Travail de la fin de la période de Giscard, et qui a été retrouvé mort entre le 29 octobre et dans la nuit du 29 au 30 octobre, dans un étang près de Rambouillet. Et, dans 50 cm d'eau. Je suis entré dans l'affaire Boulin, enfin, je pense qu'on entre dans l'affaire Boulin comme dans un labyrinthe. D'accord. Alors, on sait à partir de quel moment on y entre, mais on ne sait pas quand on va y sortir. Et tu disais, bah oui, ça fait 22 ans que je travaille dessus, parce que cette affaire, elle est labyrinthique. Et c'est assez ironique, parce que l'émission s'appelle La Boîte Noire. J'ai coutume de dire que cette affaire, et j'ai des arguments pour le dire, c'est un peu la boîte noire de la Ve République. Ouais. Quand on commence à la démonter, on comprend certains mécanismes occultes de la Ve République. Et puis après, j'ai eu l'envie de faire un livre. Oui, que tu as publié en 2007, Un homme à abattre. Voilà, c'est ça, parce que je me suis dit, maintenant, pour essayer de décortiquer, 500 pages, maintenant il faut décortiquer cette affaire avec des mots. Et bon, il faut écrire un livre. Il n'existait pas ce livre. Ouais. Tu cites le gendre de Robert Boulin, et donc c'est Éric Burjat, c'est ça? Éric Burjat, il témoigne dans notamment le documentaire Envoyé spécial que tu consacrais à l'affaire. Et à la fin de l'Envoyé spécial, il dit « C'est incroyable comment tous les intérêts qu'il y a autour de Robert Boulin, et qui potentiellement ont une responsabilité dans sa mort, ont encore aujourd'hui intérêt, 30, 40 ans plus tard, à cacher la vérité. » Oui. Et donc, Burjat dit, les intérêts qui ont amené la mort de mon beau-père, Robert Boulin, sont toujours aujourd'hui, ont toujours intérêt à cacher, 40 ans plus tard, à cacher la vérité. Cette nuit-là, le gendre de Boulin fonce au ministère de l'Intérieur, on le renvoie sur Matignon, et il dit qu'en fait, il avait le sentiment qu'il savait déjà ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il savait déjà que ses interlocuteurs savaient que Boulin était déjà mort. Et c'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas. Parce que, en fait, entre 1h et 3h du matin, le cœur de l'État sait que Boulin est mort. Pas qu'il a disparu, que le corps de Boulin a été retrouvé. Or, comme je le disais tout à l'heure, les recherches sont lancées officiellement à 6h25 et le corps est officiellement retrouvé à 8h40. Sur une histoire comme ça, on peut répondre au canard en disant « oui, mais après, il faut imaginer un truc incroyable ». Non, il faut, oui, quelques personnes, on les a citées, bien placées au départ pour cadrer les choses, comme tu dis, ou plutôt les recadrer. Mais après, ça glisse. Je veux dire, une fois que tu as dit, tu n'examines pas le corps, une fois que tu as fait détruire, parce que les scellés, ils ont été détruits, pour éventuellement refaire des expertises avec les fragments de poumons pour voir s'il y avait de l'eau dans les poumons, ça a été détruit illégalement, malgré les recherches de la famille. Ils ont déposé une plainte pour destruction de preuves, mais ça n'a rien donné. Les flacons de sang, ils ont également été détruits, on a fracturé le frigo de l'endroit où le flacon se trouvait. Donc, à partir du moment où on fait disparaître les pièces à commission, voilà, à partir du moment où le dossier a été pris en main au départ et a été bien saboté, si j'ose dire, en fait, il a été assez mal saboté, puisque ça a laissé quand même plein de traces. Mais le fait est que derrière, bon, s'il n'y a pas une volonté vraiment d'aller chercher, d'aller retrouver les témoins, de faire des contre-expertises et tout ça, il n'y a pas besoin de faire grand-chose, en fait, pour que le dossier ne prospère pas, s'il n'y a pas de volonté réelle d'avancer.
C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'il s'agit donc de parler de la question du chlordécone aux Antilles, une question bien d'actualité. Donc il y a une question de BM1018 et puis de IA-Juxa2. Qu'est-ce qui fait que les travailleurs antillais n'aient pas pu stopper la propagation de cette contamination, grève, etc. Et ça, merci pour cette question parce que c'est un élément qui est en fait fondamental dans l'exercice de la domination coloniale aux Antilles. 72, on autorise le chlordécone. 74, il y a la plus grande grève agricole, l'une des plus grandes grèves agricoles des ouvriers agricoles en Martinique, qu'on appelle Chalvet, parce qu'elle a lieu dans une communauté basse-pointe au nord qu'on appelle Chalvet, dans lequel des ouvriers se constituent en comité de grève et avec 11 points de revendication, dont un des points de revendication est l'arrêt, donc on est en 1974, 2 ans après, l'arrêt de l'utilisation du chlordécone, donc qui s'appelle le képone à l'époque, et d'un ensemble d'autres pesticides. Et j'insiste sur le fait que là, on a des ouvriers qui avaient une connaissance expérientielle, intime, empirique, mais assez forte pour se dire « Waouh, on n'a pas fait d'études scientifiques sur la chose, mais on sait que c'est dangereux pour nous. On a une compréhension. Et on exige qu'on arrête d'utiliser ce produit parce que dans le cadre de notre travail, cela nous empoisonne. » Le résultat de cette grève aux Antilles a été la répression par les gendarmes, donc des forces militaires de l'État français, et par la mise à mort de plusieurs personnes, dont des ouvriers agricoles, le fait de blesser aussi d'autres ouvriers agricoles, par balle, et la torture aussi notamment d'un jeune. Donc on a un État français qui là est de mèche avec des propriétaires béquets qui détiennent les plantations et un État qui va du coup exercer ce pouvoir de mise à mort à des ouvriers. Donc quand des ouvriers demandent la dignité, parce que sur ce programme, il y avait des demandes de salarisation, d'augmentation de salaire, de congés, de pauses, déjeuner, etc. Donc des droits sociaux et des droits de travail. En fait, on leur répond par la balle. Et ça, c'est une pratique qui a été présente tout au long du XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle avec les événements de septembre 1970 en Martinique. Mais en fait, cette possibilité, ce recours qui consiste à intimer aux ouvriers agricoles, attendez, attention, restez en place. Si vous bougez, nous avons le pouvoir de vous tuer. Nous avons le pouvoir de vous tuer en toute impunité. Parce qu'aucune de ces morts, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des grèves tout au long du XXe siècle, n'a donné lieu à un jugement qui a condamné les gendarmes en fait, qui ont appuyé sur la gâchette et qui ont tué des Noirs. Le chlordécone est aussi l'affaire d'un crime raciste. On ne peut pas... évidemment, l'approche techniciste va dire non, c'est la molécule, non, c'est un crime raciste. On ne peut pas dissocier cette exposition toxique des Antilles d'un millefeuille de plateaux qui, historiquement et structurellement, participent à la déshumanisation des Antillais. Il y a aussi un problème, on va dire, plus philosophique, de conception du monde, voire d'ontologie. Dans cette approche techniciste, le chlordécone n'est qu'une molécule. Un truc très matériel, voilà. Mais en fait, dans des ontologies non modernistes, qui ne séparent pas nature et culture, on voit que cette molécule ne peut pas être réduite uniquement à cette dimension matérielle, qu'elle comprend aussi des dimensions symboliques. Il ne s'agit pas d'un accident. On n'a pas renversé un peu d'huile sur le bas de la route. Non, cette molécule est intimement associée à un crime, et pas n'importe quel crime, un crime colonial. Mes 3 invités sont venus pour parler d'un point commun qui est les cahiers de doléances à 3 époques très différentes. Et on va ensemble se poser la question de qui les a rédigés, pourquoi, dans quel contexte, pour dire quoi, pour faire quoi, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, enfin plein de questions qu'on va pouvoir
qu'on va pouvoir brasser. Et c'est un sujet absolument, moi je trouve passionnant. Mais en plus, qui a une véritable actualité. On terminera là-dessus parce que en ce moment, nombreuses se mobilisent pour assurer la publicité au sens de la mise en ligne en open source, la publication des cahiers de doléances de 2019. C'est justement Sébastien Lecornu qui est interviewé par Léa Salamé sur France Inter. Donc en fait, c'est marrant parce que tout ça est très contemporain. En février 2019 et qui lui dit mais alors qu'est-ce que vous allez faire de tous ces écrits, de tous ces cahiers qui sont ouverts? Évidemment que nous allons publier tous ces écrits, toutes ces doléances dans un format open source. Donc la promesse de l'open source, elle était réelle. Les gens l'ont entendu. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils se sont déplacés. Hein. Et dans ces fameuses questions au gouvernement que j'évoquais, il y avait cette idée de dire des députés qui disaient mais alors où en est-on de la promesse? Et la réponse de l'exécutif, souvent de ministres de l'exécutif, c'était de dire vous savez, nous on a des nouvelles, des comptes rendus des archives, personne ne les réclame. Donc en fait les gens s'en désintéressent. Pourquoi les rendre publics? Donc vous voyez le raisonnement absolument génial. Et donc c'est là où il y a une vraie colère, enfin que je suis pas du tout la seule à ressentir. Nous on a fait un petit tour de France des projections débats et en fait dès que les gens déjà se souviennent, parce qu'il y a une amnésie à l'endroit de ces cahiers qui a été provoquée à mon avis par des choses diverses, mais donc quand les gens se souviennent en disant mais oui c'est vrai et c'est pas vieux et je me souvenais plus. Mais ils existent et ils comprennent effectivement l'importance de ces écrits pour notre vie citoyenne. Les gens disent c'est un symbole en fait, et les symboles c'est la démocratie. Je pense que ce qu'on entend aussi c'est ça, c'est qu'à chaque fois ça a été des symboles d'actes éminemment démocratiques. Oui, c'est clairement revendiqué. En tout cas, les États généraux de 1945 se conçoivent comme, c'est l'expression de l'époque, une démocratie agissante, c'est-à-dire une démocratie qui ne consiste pas seulement à voter tous les 4 ans ou tous les 5 ans, mais à être partie prenante de ce qui va se faire dans le pays et de pouvoir peser dessus. Qu'on soit citoyen, citoyenne et pas seulement électeur, électrice. Absolument. Quoi. Absolument. Ce qui est assez tragique dans cette histoire, c'est que dans cette série de consultations qui ont été entreprises, parce qu'il y a le débat, il y a le cahier, etc., une chose est de dire que ces paroles-là vont être tordues, manipulées, interprétées, instrumentalisées, tout ce qu'on veut. Mais c'est une autre de dire qu'elle ne va tout simplement pas être restituée. Ouais, c'est ça. Et que ça, en fait, c'est presque... Comment dire, il y a presque pire que de ne pas consulter la population, c'est de trahir cette demande-là, en fait. Parce que quand on lit ces cahiers, enfin moi j'en ai pas lu tant que ça, finalement, dans 5 départements, en fait on sent que les gens ils se sont déplacés, que c'est pas anodin de se déplacer. C'est une démarche, c'est pas être derrière son ordinateur, c'est aller à la mairie. Souvent il y a des personnes âgées, on sent, en situation de handicap. Enfin, franchement, des fois c'est dur, hein, vraiment. Dans la Manche, par exemple. Et en fait, de se dire que ça pourrait être perdu, en fait, c'est pas possible. Enfin, il y a quand même, ça fait quand même partie de notre bien commun. Enfin, voilà. Et il faut que ça alimente le. Puis il y a un truc de dignité, de reconnaissance. Non, puis en fait, il y a quand même ce truc, encore une fois, c'est quand même, on est dans le paradoxe. On nous a demandé à nous de vivre des vies numérisées en permanence, surtout en ruralité. Je veux dire, pour faire la moindre fiche d'impôt, il y a plein de gens en ruralité qui ont dû se forcer à aller sur Internet. Mais les cahiers, non. Mais dès qu'on touche à un endroit démocratique extrêmement sensible et qui nous concerne tous, Français et Françaises, alors là, non, il n'y a plus personne. Il faut que ça reste à l'état de cahier, papier, feuille, au fin fond des archives départementales. C'est quand même extraordinaire, quoi. Il faut rappeler ce que c'est que la SRF. Ça arrive en 68, mai 68. Il y a quelques-uns de vos aînés qui disent c'est quoi ce bordel à Cannes? Pourquoi on fait Cannes alors qu'il y a la Révolution à Paris et ailleurs? Et de là, la SRF se crée, c'est ça? Oui, c'est un ancrage politique très fort dès le début, la SRF. Déjà à droite.
Plutôt pas. Et aujourd'hui, bah oui, c'est une association qui regroupe à peu près, je crois, 450, un peu plus de 450 même cinéastes, qui sont dans tous les formats et dans tous les genres, c'est-à-dire à la fois du court-métrage, du moyen-métrage, du long-métrage, du documentaire, de la fiction, de l'animation, parfois même de l'expérimental. Et on travaille sur tous les sujets graves, importants ou complètement futiles liés au cinéma. Quand je dis futile, ça peut être du pur plaisir. On a par exemple un ciné-club de la SRF et on a des groupes comme ça qui sont liés au vrai plaisir du cinéma, au plaisir de la salle, au plaisir de se rencontrer, au plaisir de partager. Il y a des écoles de la SRF, il y a des ateliers de la SRF. Et puis il y a donc tous les sujets qui concernent le financement du cinéma, l'encadrement du cinéma. Les régions, c'est un des 4 endroits où l'extrême droite attaque le cinéma. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Oui, allons-y. On a identifié 4. Et donc, le premier endroit où l'extrême droite attaque le cinéma, c'est au financement. Donc, les régions financent le cinéma. Et donc, je vais essayer de résumer comment ça se passe. C'est des comités. Il y a ce qu'on appelle un comité d'experts qui se réunit, qui examine les projets qui lui sont soumis et qui décide d'aider tel film et pas tel autre, tel projet et pas tel autre. Cet avis est un avis consultatif et doit être agréé par l'Assemblée régionale, donc par les politiques, c'est normal, dans une démocratie, ce sont les politiques, les élus qui décident de finalement allouer la subvention ou pas. Et jusqu'à ces dernières années, ça se faisait de façon quasi automatique, c'est-à-dire les conseils régionaux, quand ils se réunissaient, acceptaient, disons, l'avis des experts et donnaient au film et tout. Depuis que l'extrême droite monte dans notre paysage politique, ils regardent en fait les intitulés des films qui sont aidés et les résumés des films. Et donc ça concerne particulièrement le documentaire, parce que dans le documentaire, c'est souvent des sujets, alors qu'en fiction, ça peut être comme j'ai dit tout à l'heure, une romance, même s'il y a un point de vue politique derrière. Voilà. Et dès qu'il y a le mot Palestine, le mot LGBT ou quelque chose qui a un rapport à l'immigration, qui sont les 3 gros sujets, comme vous le savez, contre lequel l'extrême droite s'attaque, il demande à retoquer le projet, en fait. Il y a la sortie des films, et c'est là où c'est le plus visible, d'une certaine façon, où il y a des attaques sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Allociné. On a même eu là le cas de quelqu'un qui s'est fait intimider physiquement. Joseph Paris, oui, je suis en train de le dire. Joseph Paris, qui s'est fait intimider physiquement lors d'une projection à Limoges, en avant-première de son film qui est sorti il y a pas ce mercredi-là, mais le mercredi. Alors Joseph Paris qui était là. Qui s'appelle Le Repli, voilà, qui est venu, et il a été menacé dans une salle. Il a été menacé physiquement dans une salle. Par des fachos. Par des fachos qui tournaient autour et de son hôtel et de la salle de projection, donc il a eu quand même assez peur. Et là, il y a une campagne. D'ailleurs, on est en train de finaliser, j'étais avec lui et avec les producteurs, le syndicat des producteurs, le SPI et le SDI, le syndicat des distributeurs. On va faire un communiqué commun pour raconter ce qui se passe autour de ce film, parce que c'est assez scandaleux en fait. Bien sûr. Voilà, puisque les pages Facebook du film, YouTube se font pilonner, mais d'insultes. C'est pas le film est pas bon. C'est des insultes que j'ose pas rapporter ici, qui sont abjectes en fait, pour essayer de faire en sorte que les gens aillent pas voir le film. Et comme les gens vont pas voir le film est moins bien distribué. Comme il est moins bien distribué, il y a moins de spectateurs et ils ont beau jeu de dire vous voyez, c'est des films qui n'intéressent pas. Et c'est là qu'on en vient à l'idée de l'autocensure, c'est qu'après, les distributeurs, sur le film d'après, comme ce type de sujet, ils disent nous, on veut pas y aller parce que ça marche pas, ou qu'il y a un risque d'être... Voilà, c'est là-dessus. Donc, je rebondis sur ce que tu disais, est-ce qu'on pense que c'est une revanche ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de revanche, il y a juste un RN qui n'en a rien à foutre de la culture, faut quand même pas se leurrer. Effectivement, très simplement, il pourrait prendre le contrôle du CNC, comme disait Elisabeth tout à l'heure, quand on parlait des commissions. On pourrait très bien ne rien changer de l'architecture du CNC. Il suffit de changer les membres de commission. C'est toi qui parlais des membres de commission. Il suffit de changer ça. C'est quelque chose qui a été vécu, par exemple, à l'ICA, qui est l'équivalent du CNC au Portugal. Une année, ils se sont dit, tiens, et si on changeait tout le monde et qu'on mettait que des gens de télé ?
Rien n'a changé, l'ICA exactement le même, avec les mêmes noms d'aide, les mêmes films d'auteur, premiers films, etc. Mais sauf qu'on change ça, on change strictement tout. Donc je pense que Et d'une certaine manière, ce que tu dis vaut pour presque toutes les institutions. On est d'accord. C'est là le danger. Et c'est là le vrai danger, parce Ouais, qu'effectivement, c'est Il y a très pas difficile besoin de de- descendre dans la rue, ouais. puisque concrètement, le CNC n'a pas changé. Attends, excuse-moi, juste, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est la taxe sur l'audiovisuel public du RN aussi. Parce que l'audiovisuel public, quand même, finance le cinéma. Et ils veulent privatiser l'audiovisuel public. Donc déjà, ça, ce serait quand même... C'est très juste. Ce serait déjà quand même une démarche qui mettrait à mal le cinéma... qu'on défend. Parce qu'il n'y a pas que Canal+ qui finance le cinéma, Non, les chaînes publiques financent beaucoup le cinéma aussi. Ah oui. Dans Punk ouvrier, qui sort là ces jours-ci, chez HarperCollins, Didier Vampas, punk ouvrier, comme l'on disait, prêtre ouvrier. Rien n'a encore changé, on marche toujours dans les rues, on marche même toute la nuit sans avoir rien trouvé de mieux à faire que de foutre en l'air des poubelles, rien trouvé de mieux à faire que de zoner comme c'est pas permis. Voilà ce que c'était les années 80. Alors, dans le bouquin, tu ménages un peu les copains de l'époque des autres groupes. J'ai essayé d'être gentil, de pas dire de mal des gens. Eh ben, à part 2 ou 3, À part deux ou trois, mais ça fait mais- plaisir. Mais j'ai fait des efforts pour être gentil, parce que j'aurais pu être méchant. Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu étais non pas méchant, mais au fond, tu étais presque plus radical que les radicaux. C'est-à-dire que toi, tu disais, je tiens à rester à la RATP, je suis pas une rockstar, je veux pas tomber dans ce truc-là. Ouais, c'est pas question de rockstar, c'est question d'être honnête avec soi-même et de pas rentrer là-dedans. C'est peut-être d'avoir eu des parents communistes, mais j'ai jamais voulu monter de boîte de prod, monter de boîte d'édition, des trucs comme ça, comme la plupart des groupes l'ont fait. J'ai pas envie d'avoir un comptable pour faire mes comptes sur ma boîte de prod. Mais non, je veux dire rock'n'roll, c'est tout, quoi. Je veux pas, c'est des conneries, tout le reste. Je vais pas monter une entreprise. Il y en a plein qui ont des entreprises, même pour vendre leurs t-shirts. Ils vendent tellement de t-shirts, les groupes. Je ne citerai pas de nom. Ils sont obligés de monter des boîtes pour vendre leurs t-shirts, tellement ils vendent. Nous, on vend même pas de t-shirts, ou 2 ou 3 de temps en temps, mais on fait pas tout ça. On fait que du rock'n'roll. Alors moi, je me retrouve dans une merde pas possible. Mon ordinateur vient de s'éteindre. Donc Il n'a plus d'ordinateur, plus de caméra, il n'y a plus rien. J'ai plus de notes. Et ben voilà, là, tu vas improviser un peu. Putain, là, tu vas être rock'n'roll un peu, voilà. Oh, salaud. Enfin, en tant qu'artiste, normalement, on a une chance de pouvoir faire tout ce qu'on veut, d'être libre complètement. C'est ce que je dis toujours, le capitalisme, il ne t'oblige pas à penser pareil. Si tu veux pas gagner d'argent, personne ne t'oblige. On va pas te dire, si, gagne de l'argent. Tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Tu vas bosser au supermarché, et à côté, tu crées de la poésie, tu as le droit. C'est ça l'avantage pour moi. Si tu es en Corée du Nord, tu n'as pas le droit de penser différemment que le régime. Si tu veux monter ta boîte, tu n'as pas le droit. Ici, si tu veux pas gagner d'argent, personne ne te fait chier. C'est un espace de liberté, normalement, le rock'n'roll. Ça devrait être l'espace de liberté ultime, mais ça ne l'est plus. Les groupes, ils se mettent dans des petites boîtes, ils s'empêchent de faire des trucs. Si tu montes sur scène, tu as de la chance, tu pourras faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. C'est le seul endroit au monde où tu peux vraiment faire n'importe quoi. Où en plus, tu es payé et que les gens sont contents, quoi. C'est quand même... Est-ce que, par exemple, par rapport aux années 80, il n'y a pas une différence? Et tout à l'heure, on parlait de guerre, oui. Voilà, évidemment symbolique. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un truc qu'on a raté, notre génération? C'est l'opposition au RN. Ah bah ça, oui, ça c'est comme le dit Laurent, hein, la jeunesse en mer de Front National, c'était pas vrai. Alors j'ai jamais chanté ça, moi, parce que je voyais bien que c'était pas vrai. On a raté, j'en sais rien si on l'a raté. Qui a raté? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les hommes politiques? C'est tout le monde un peu. Tout le monde a un peu raté le coche, mais bon. Après ton best-seller, traduit en 12 langues, Comment les riches détruisent la planète, c'était en 2007. Maintenant, ça devient Comment les riches ravagent la planète. Il y a une petite graduation quand même, une petite montée. Tu ajoutes, voilà, toi, le fondateur de Reporter, tu ajoutes à ton titre Comment les en empêcher. Et comment les en empêcher. Voilà qui nous permet de passer de l'éco-anxiété
de l'éco-angoisse, comme dirait Alain Deneau, bien connu de nos services, qui était sur ce fauteuil il y a quelques jours en éco-espoir. Le riche, je ne sais pas à quoi il rêve, il est au sommet de... Tout le monde rêve avec ce manège. Et effectivement, je reprends un peu l'image de ces couches successives que tu as bien dessinées et retraduit, mais c'est pas tellement de monter au-dessus, c'est d'imiter. On imite ceux qui sont au-dessus, pour montrer que au niveau où on a une petite supériorité par rapport aux autres. Parce que la théorie de Veblen, c'est qu'en fait, les gens cherchent pas tellement à aller vers le haut, mais à manifester par rapport à leurs congénères une petite supériorité de prestige. Mais ce prestige, ce statut, on va le trouver dans la façon dont ceux au-dessus vivent. Et eux aussi, ils sont, comme dans l'image de manège, dans le même fantasme, et donc ils vont chercher un petit supplément de prestige en imitant ceux d'en haut, etc. Et tout ça de bas en haut, et évidemment, et Bolloré et François Pinault, c'est quasiment une histoire vraie, hein, Bolloré et François Pinault, ils veulent avoir le plus gros avion ou le meilleur avion par rapport aux autres, et ils sont concurrents, quoi. Par exemple, une fois de plus, on revient Pinault et Arnault, qui ont été dans une rivalité, mais absolument délirante, mais des gamins dans une cour de CM2, quoi, pendant des années, et ils se manifestent par « j'ai le plus beau musée, j'ai la plus belle collection de peintures, etc. » Et pourquoi c'est important, pardon, je raccroche, parce que tout ça, quand même, il faut le dire, c'est par rapport à l'écologie. On a démarré quand même là-dessus. Oui, bien sûr. Et avec l'inégalité que tu rappelais énorme, c'est que plus il y a d'inégalité, plus le modèle de surconsommation et de prestige qui est tout en haut va inspirer l'ensemble de la société, et on va tous être tirés, même avec ce mécanisme de paliers successifs, mais vers une surconsommation. Et donc ça a un effet global écologique absolument énorme, parce que s'il y avait que les ultra riches avec leurs 4 avions et leurs machins, leurs SUV, et que nous on vivait raisonnablement, bon, on ferait avec. Mais le problème, c'est que leur surconsommation inspire l'ensemble de la surconsommation mondiale. Et donc, selon moi, une des façons pour changer ça, c'est de réduire très fortement les inégalités pour que le modèle culturel change, en fait. Et bizarrement, c'est pas bizarre, mais c'est pas seulement des enjeux de rapport de force, de rapport économique qui jouent, c'est aussi un enjeu de culture, c'est-à-dire comment on considère qu'un mode de vie est souhaitable. J'ai vu les images sur un réseau, je sais plus lequel, si c'était Insta ou quoi, où c'était un type qui s'amusait à bouffer ses céréales, son petit-déj, dans ses godasses Nike Dior à 22 000 balles. Donc en gros, le summum de l'extase, c'est quand on les fout en l'air, en fait. C'est ça. Alors là, c'est... la destruction. C'est de montrer que je peux me les payer et qu'en plus de ça, je peux les bousiller, quoi. Et que ça me fait rien. Ça m'envoie une idée qui est, une fois de plus, l'enjeu, c'est la catastrophe écologique. Bien sûr. Et d'une certaine manière, les riches sont aussi dans cette idée. Mais je fais péter la planète, quoi. Nous, on croit qu'ils sont coupables, c'est le mot que tu as employé. Oui. Mais il est fort possible que pour beaucoup d'entre eux, non, il y a une sorte de jouissance à tout détruire.